Salut! Comment ça va? Mm. Salut. Salut, Euh, salut, bonsoir. Ça va? ouais, ça va. Cool, cool, Salut. cool. Euh, Simplement, j'existe pas dans cette société, donc je vois pas l'intérêt de continuer. J'ai tenu des bureaux de vote pendant des années, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Alors, attends 2 secondes parce que t- tu dis que t'existes pas dans cette société, mais je- c'est au sens J'existe. figuré, je comprends pas. Non, Parce que je, j'ai juste mes amis, ma famille, et je suis pas grand monde. Enfin, en ce moment, je suis intermittent. Enfin, je suis à mi-temps, pas intermittent, à mi-temps, pardon. Et je travaille pas tout le temps. Et j'ai ma famille qui m'aide financièrement quand ça va pas. Je peux me soigner. Je paye un loyer pas trop cher dans un quartier qui est un peu calme par rapport à d'autres qui habitent en plein Marseille ou je sais pas quoi. Donc bon après, ben moi, c'est tous les jours la même chose. C'est très routinier ma vie. Il y a rien qui change, hein. Que ça soit en bien comme en mal. alors Donc bon, le fait est que en fait, tu dis je suis pas grand monde, etc. Quand on est, alors c'est pas forcément juste. Hein, personnellement, je serais pour remettre un peu en question ce fonctionnement-là, mais quand on est, tu es assigné en tant que citoyen à l'endroit où tu nais. ouais, mais c'est pas. Moi, je suis dégoûté de la France. Il y a trop d'extrêmes de tous bords. Et Attends, j'ai envie de, s'il te plaît, pardon. ouais. Le truc, c'est que une fois que tu es assigné en tant que citoyen, le statut de citoyen t'octroie des droits pour te garantir des libertés, et ces droits et ces libertés sont garantis dans le cadre de la loi. Et le problème, alors ça pourrait être une solution, hein, mais dans le cas où on laisse passer des gens au pouvoir qui s'accaparent les moyens du pouvoir à leur propre fin, le problème c'est que ces lois, tu n'as pas le choix de devoir les respecter ou non. Ouais. Et du coup, tant que ces lois ne semblent pas empiéter avec ton cadre de vie, qui, comme tu l'as expliqué, semble un peu à la marge de ce qui aujourd'hui est remis en question, tu as l'impression que de toute façon c'est la même chose, c'est pas grave, etc. Le fait est que si on laisse une dynamique de recul des droits rentrer en vigueur, comme on est en train de le faire, en ne se déplaçant pas pour les élections, en ne se mobilisant pas, etc., on va perdre petit à petit tous les droits, et il y a un point de rupture. Le point de rupture, c'est le moment où tu n'es même plus capable, au moment où les droits Ah, disparaissent, de remettre en question le pouvoir en place pour remettre en question la disparition de ces droits. Donc par exemple, du jour au lendemain, tu peux avoir un ami qui est déporté. Et tu dis, attends, d'accord. quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai un ami qui est déporté? Bah là, il va te dire, bah ouais, j'avais un casier judiciaire et mon et une grand-père double n'était nationalité. pas français. Ouais. Et en fait, là, on a laissé passer quelqu'un qui était pour le ministère de la réimmigration dans le pays. Hmm. Et à ce moment-là, on dit, oula, mais comment ça s'est passé? Et en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'à chaque élection, on a laissé grimper une force fasciste qui, elle, utilise stratégiquement tous les ressorts Ouais, mais la euh, personne pour qui tu votes, la institutionnels. personne. Moi, j'aime bien voter, par exemple, au municipal, parce que c'est des copains ou c'est des gens qui se présentent que je connais. Mais là, voter pour Non, mais quelqu'un que je là, connais pas. ok, là, je parle pas d'un vote pour s'amuser, pour être content et Non, non, tout. c'est pas Je ça parle d'un l'idée. vote stratégique en face, les gens qui veulent prendre le pouvoir pour t'enlever tes droits, en face, eux, ils savent que on s'en fout complètement du fait que le vote c'est censé être pour s'amuser ou pour être content quoi. Et eux, ils Non, votent non, pas s'amuser, mais stratégiquement. des gens que tu connais, qui te sont familiers. Moi, j'en ai Ah mais ras-le-bol eux non de. plus, en fait, ils sont pas familiers du tout avec les gens pour qui ils votent de l'autre côté. Mais c'est juste qu'ils savent que ça va enlever les droits à des gens qui ne sont pas eux. Et du coup, ils font ce vote de manière stratégique pendant que d'autres gens se disent de toute façon, moi, ça ne me touche pas, donc je laisse le truc Ouais, arriver. mais mec, ça fait 20. Moi, j'étais pas né, mais ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'il y a des gens qui. Il y en a certains, ça fait 50 ans qu'ils votent. C'est toujours, c'est toujours la même chose. De toute façon, la France, Attention, elle est foutue. Elle attention est parce foutue, que la France. attention parce que là, tu ne fais pas d'argument
rationnel. Le truc, c'est foutu la France. Par exemple, c'est pas rationnel. Ça, c'est quelque chose que tu répètes je sais pas où tu l'as entendu, je sais pas sur quoi tu te bases. Il va falloir que tu avances des choses pour m'expliquer pourquoi c'est foutu. Je peux te l'expliquer. Attends, parce que tu as dit deux choses, donc je vais aussi répondre à la deuxième chose avant, qui était les gens, ça fait 50 ans, ils votent, ils voient bien qu'il n'y a rien. Alors, il faut faire attention parce que le concept de ça fait 50 ans qu'ils votent, en fait, on peut remonter dans le temps. Et il y a 50 ans, c'était en 1974. Ouais. Et en fait, en 1981, donc il y a moins de 50 ans, il y a l'élection de Mitterrand qui a eu lieu et il y a eu un changement des conditions de vie de la population très clair. Ouais, mais ne peut pas être tu ne peux pas les remettre en question. Alors, Mitterrand, attends, avant que tu fasses ta liste de ce qui n'allait pas avec Mitterrand, je vais te dire ce qui a été gagné par Mitterrand qu'on a encore aujourd'hui. D'accord? Le RSA, à l'époque RMI a été créé, a été instauré à ce moment-là. L'âge de départ à la retraite est passé de 65 ans à 60 ans, c'est-à-dire que même avec les stratégies de détricotage de la retraite, on n'est toujours pas revenu sur l'âge de départ à 65 ans. Donc c'est une victoire qui n'a toujours pas été complètement détricotée par les gens qu'on laisse arriver au pouvoir. Hein. Bon, on reviendra sur ce sujet-là après, hein, si tu veux en parler. La semaine de 45 heures qui est passée à 39 heures, hein, quand même 6 heures de travail en moins par semaine pour tous les travailleurs. La création de l'impôt sur les grandes fortunes, qui était ensuite l'ISF, qui a permis de gagner jusqu'à l'arrivée de Macron au pouvoir des milliards chaque année pour financer les hôpitaux, etc. etc. On peut aussi en parler de ça. Il y a eu l'abolition de la peine de mort, qui a quand même permis à des gens de ne pas être tués alors qu'on ne savait pas si... tu sais, aux États-Unis, par exemple, il y a toujours la peine de mort, et du coup, on se rend compte, après leur mort, qu'ils étaient innocents. C'est pas hyper cool, quoi. Il y a eu la dépénalisation officielle de l'homosexualité. Avant cette élection, avant que les gens votent pour cette personne, les homosexuels étaient fichés. Il y avait un fichage des personnes soupçonnées d'être homosexuelles et on pouvait on pouvait te virer de ton logement. C'était une clause d'annulation du bail d'habitation. C'est-à-dire qu'on pouvait te virer de ton logement si tu étais homosexuel. Et c'était considéré comme un trouble mental avant cette élection. Sauf les filles. Non, le concept même d'homosexualité. Bah, moi, il me semblait que les filles, elles avaient pas de punition. De punition? Non, c'était carrément une pénalisation. Il y a une protection, la protection des locataires, ça vient majoritairement de ce moment-là. Pareil, les droits du travail en entreprise avec la création du comité d'hygiène sécurité, c'était à ce moment-là. Le droit de retrait du salarié, donc le fameux droit de retrait, il vient de là. Ça a été voté, ça a été mis dans la loi. Pour que ce soit dans la loi, il faut que ce soit mis dans la loi à un moment, tu vois. La loi qui limitait... Attends, vas-y. Bah attends, je vais terminer. Vas-y. Attends, je termine celle-là. L'interdiction des propos négationnistes, ça date de ce moment-là. Bon, après, il y a eu d'autres trucs, mais je vais pas faire exprès de faire une liste. Arrête-toi, il y a beaucoup de choses. Il y a les normes de l'Europe aussi. Création de 240 000 emplois publics. Si ton logement il est pas aux normes, tu payes une amende, t'es taxé de partout. Si t'es un petit artisan, Ouais. Bah oui, tu loues un appartement à quelqu'un qui paye pas son loyer pendant 6 mois, tu peux pas le foutre dehors. Ouais, c'est bien ça. Bah non, c'est pas bien. Pourquoi toi, tu es propriétaire d'un logement? Non, mais j'ai un ami, il a eu quelqu'un qui vient squatter son logement et puis il peut plus le virer. Il faut attendre. Et du coup, cette personne, faut attendre la fin de l'hiver. Du coup, tu trouves que c'est une mauvaise loi? Après, bon, on peut discuter si c'est une bonne ou une mauvaise loi, mais il n'y a pas de souci. On va pouvoir discuter si c'est une bonne ou une mauvaise loi. Le truc, c'est que c'est quand même une preuve que les gens qui ont voté, même dans ton cadre de 50 ans, tu te dis, ah oui, il y a 50 ans, il y a personne. En fait, on a pu, dans les 50 dernières années, en votant, obtenir des énormes droits, des énormes avancées. Le fait est que, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a mis en place une proportionnelle dans le cadre des législatives. C'était une des demandes du peuple. Et le peuple ne s'est pas assez mobilisé pour ces législatives en 1986,
6, Par je exemple, crois. Attends, je finis sur cette histoire. Et vu qu'ils ont perdu les gens sont pas allés voter pour le gouvernement qui vient de leur faire gagner toutes ces avancées. Et du coup, c'est la droite qui a stratégiquement allé voter et a obtenu la victoire de ces législatives et a obtenu du coup le Premier ministre, a repris le pays, a fait des reculs sur plein des trucs que je viens de citer, notamment la privatisation de plein de groupes qui venaient d'être nationalisés. Ils ont tout de suite interdit l'impôt sur la fortune. Il a fallu le remettre en 88 à la seconde victoire de Mitterrand. Ouais. Ils ont enlevé, pareil, les proportionnels, les votes à la proportionnelle. Le fait qu'aujourd'hui les votes sont catastrophiques et on vote à la majorité dans des circonscriptions, ça veut rien dire. Et ben eux, dès qu'ils sont arrivés, ils ont enlevé le vote à la proportionnelle. Et tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas allés voter. Et qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, il y a eu un matraquage médiatique pour dire en fait, regardez, le vote ça sert à rien, etc. Alors que juste, il fallait comprendre le concept même d'alternance et le fait que du coup, c'est parce que les gens sont pas allés voter que le vote n'a pas servi en fait. En fait, le vote avait servi le temps que les gens étaient allés voter pour la personne, pour lui donner une majorité dans les législatives et lui donner une majorité au gouvernement pour qu'il puisse appliquer ses lois. Et en fait, il a appliqué pas mal de trucs dans son programme. Et en fait, il faut continuer de voter. Faut pas arrêter. Faut pas perdre cette tradition française qui est la démocratie, en fait. C'est un truc qu'on a chez nous. On l'a gagné. On fait des trucs cool avec. Et en fait, quand on se mobilise pas, on laisse les stratèges, ceux qui n'en ont rien à faire de leurs petits affects, de leurs petites oui, mais j'en ai marre, machin. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils savent que s'ils vont voter, ils vont obtenir des choses parce que ils vont réussir à mettre leurs petits pions dans les institutions et à demander aux institutions de faire dégager de l'oseille pour eux. Ça vient pas de nulle part ce que je suis en train de dire, on a des chiffres là-dessus. C'est-à-dire que il y a eu, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, une augmentation des aides en entreprise. Et c'est pas une petite augmentation des aides en entreprise. C'est une augmentation conséquente. On est passé d'un montant d'aide versé directement aux entreprises qui était en 1984, justement, on était vers là, qui était aux alentours de 30 milliards, d'accord ? Cette aide, une fois qu'on n'a pas voté pour des gens progressistes, ces aides aux entreprises ont continué d'augmenter. Sur la base Thatcher, Reagan, oui, on va donner de l'argent aux entreprises, elles vont produire et ça va ruisseler sur les pauvres. Ouais. En fait, finalement, ça n'a pas fonctionné. Et on a atteint en 2000 100 milliards d'aides aux entreprises. D'accord ? Et bien là, avec l'arrivée au pouvoir, les aides étaient redescendues, etc. Avec l'arrivée au pouvoir de Macron et avec toutes les réformes qu'on a eues depuis, on atteint maintenant 250 milliards d'aides aux entreprises. L'investissement, en parallèle de ces aides données aux entreprises, l'investissement n'a pas dépassé depuis 88 toujours. Il est autour des 50 milliards. Il n'a pas bougé. Qu'est-ce qui a bougé par contre, entre-temps? Les dividendes versés et le rachat d'actions, qui est de 250 milliards en 2020. Vas-y, Anthony, vas-y. Mais c'est pas. On nous vole notre argent en fait. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des lois qui sont votées. C'était pas tous les ans. C'était pas tous les ans. C'était pendant le Covid. C'était en une fois. Non, justement, beaucoup de gens croient ça. Il y a eu ça, c'est en plus. Parce que le budget de l'État, il est de 350 milliards ou de 400 milliards d'euros. Donc je pense pas qu'ils peuvent se permettre de donner les 3/4 du budget aux entreprises. Il y a l'armée, il y a l'éducation nationale. Si. L'éducation. Si. Ça me paraît beaucoup. Hein. Tous les ans, 250 milliards. Oui. Ça me paraît beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, cet argent, c'est des niches fiscales. C'est des niches fiscales. Donc, c'est de l'argent qui serait rentré dans le budget de l'État s'il n'y avait pas eu des niches fiscales, des exceptions faites pour ces entreprises, ces grosses boîtes. En fait, c'est de l'argent qui vient de nos poches à nous, puisqu'on paye des impôts, etc. Et qui sont exonérés pour les entreprises qui peuvent du coup se les mettre dans la poche. Ouais, c'est devenu le premier poste de dépense de l'État, là. Mais ça a été voté. C'est des choses qui ont été votées par
les gens qu'on a laissés accéder au pouvoir. Et à n'importe quel moment, on peut revoter pour des gens qui ont moins de chances de continuer. Déjà, premièrement, moins de chances de continuer parce que c'est un processus. De croire qu'ils vont s'arrêter là, c'est faux. En fait, ils n'ont pas arrêté d'augmenter les aides aux entreprises. Ça ne s'est jamais arrêté. Tant qu'on a laissé des gens passer au pouvoir qui avaient cette volonté-là. Donc nous, il faut qu'on vote pour des gens qui vont arrêter ce processus, voire qui vont l'inverser. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des aides directes aux entreprises, faire des... Ah, pardon. Ouais. Tu vois, Badmush, lui, il est pas non plus pour éparpiller les voix dans des petits partis qu'on sait qu'ils feront jamais rien. Et il avait dit une fois, ça sert à rien de voter pour des petits partis comme ça. Il avait dit ça chez Hugo Perchoir, et Hugo, il a commencé à se fâcher, à dire, non, ils ont le droit d'exister. Enfin, mais il avait raison, Badmush. Ça sert à rien, ces partis-là. Alors, on est d'accord. Écoute, on est d'accord. En fait, il faut comprendre le fonctionnement de chaque élection pour savoir à quel moment voter pour tel ou tel parti, ça sert à quelque chose. Mais du coup, attends, c'est intéressant. Non, mais attends, je lui pose des questions sur ce qu'il pense sur les élections. Ouais, mais attends, t'as beaucoup parlé, bien fait pour tous, t'as beaucoup parlé. Anthony, du coup, qu'est-ce que t'en penses sur les élections que tu dis que tu comptais pas voter? Je cherche un parti auquel voter, qui défend, qui fait de la prévention, qui fait pas que de la répression, mais aussi de la prévention dans les quartiers. Je cherche un parti qui est assez tolérant, mais qui est attaché à la laïcité du pays et qui fait du social et qui protège les gens qui sont en bas de l'échelon et les retraités, les gens les étudiants aussi, l'agriculture, le patrimoine, qui défend aussi notre patrimoine, qui défend aussi l'accueil de tout le monde à condition qu'il respecte les règles. Je cherche un parti comme ça. Ouais. Mais voilà. Alors déjà, le premier truc à comprendre, c'est tu trouveras jamais un parti qui correspond totalement à tes attentes parce que les partis, ils existent pour essayer de mettre d'accord le plus grand nombre. Sinon, ils n'ont aucun moyen, dans le cadre de la 5e République, de pouvoir avoir une chance d'accéder au pouvoir. Par contre, tu trouveras des partis qui sont plus en désaccord avec toi que d'autres. C'est-à-dire que ce qui peut être intéressant de faire, c'est la liste des partis que tu veux le moins voir arriver en tête du pays possible. Si tu le fais dans ce sens... Macron, non, je sais. Bien sûr. Mais si tu fais la liste dans ce sens-là, tu vois, en disant, voilà, ça c'est le truc que je veux le moins voir arriver au pouvoir, ça c'est le truc que je veux un peu moins, et tu fais la liste comme ça, en partant du celui que tu veux voir le moins à celui que tu veux voir, pas le plus, mais le moins, tu vois. Et en fait, en ayant fait cette liste, tu vas te rendre compte, ok, il y en a aucun où je suis d'accord à 100%, parce qu'il faudrait que toi tu te présentes pour trouver cette personne. Et deuxièmement, tu vas aussi te rendre compte que dans ta liste, tu as des gens qui ont beaucoup de chances d'arriver au pouvoir, et tu as des gens qui ont malheureusement peu de chances d'arriver au pouvoir. Et du coup, dans cette liste-là, au moment où tu fais cette liste-là, il va falloir la comparer avec les sondages qui sont en train d'être faits, pour savoir dans les sondages qui a une chance techniquement de détrôner au second tour. Alors là, je parle dans le cadre des présidentielles, hein, mais après on pourra parler des européennes si tu veux, c'est pas le même fonctionnement. Mais dans le cadre des présidentielles, si le candidat que tu ne veux pas, si au deuxième tour c'est 2 candidats que tu ne veux absolument pas, toi là c'est une catastrophe pour toi, tu vois. Tu te dis mince, c'est-à-dire que je suis sûr qu'il y aura un des 2 candidats que je voulais pas. Donc dans ce cas-là, il faut que tu regardes le 3e candidat qui a une chance de gagner, parce que lui du coup, en essayant de le faire détrôner, ça c'est une stratégie en fait, c'est vu qu'il arrivera au second tour, et ben ça empêchera le deuxième que t'aimais pas de pouvoir gagner, c'est-à-dire qu'il aura plus du tout la possibilité de gagner les élections. Après il y aura le deuxième tour à faire, hein, mais au moins tu supprimes du deuxième tour un des candidats que tu voulais vraiment pas. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai essayé de faire en 2022, c'est qu'il y a plein de gens autour de moi, je discute avec eux, et ils se disaient, moi, si c'est Macron-Le Pen, ça va m'énerver tout, et j'arrêtais pas de leur dire, mais justement, moi aussi, Macron-Le Pen, ça m'énerverait, venez, on essaie de virer Le Pen du second tour, comme ça, on peut avoir au moins un petit peu le choix, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, le meilleur moyen de ne plus avoir Marine Le Pen, c'est de voter pour elle, parce que elle va faire un mandat
elle va faire n'importe quoi et ce sera sa dernière chance et elle passera plus jamais. Donc, attention, je peux pas te laisser dire ça parce qu'il y a un problème dans le raisonnement là. Il y a un problème dans le raisonnement. Tant qu'on connaîtra pas, tant qu'on sera pas, tant qu'on l'aura pas vu à l'action, on l'a vu à l'action. Il y aura toujours ce petit doute. Ah oui, mais on n'a pas essayé. Bah on sait pas alors. Attends, toi ça se doute. Toi t'as ce doute personnellement? Comment? Tu as ce doute personnellement? On ne sait pas exactement comment ça se serait passé et on aura toujours. Il y a un truc assez intéressant dans le fonctionnement de la Ve République, c'est que c'est pas une dictature complète. C'est en fait le fonctionnement de la Ve République, c'est qu'il y a des députés, il y a un fonctionnement de parlement et on a des députés qui proposent et votent pour des lois. Et jusqu'à maintenant, en fait, il y avait jamais ton argument. Il pouvait s'entendre, il n'était pas rationnel, mais il pouvait s'entendre parce qu'on n'avait jamais eu de députés, un grand nombre de députés à l'Assemblée qui étaient d'extrême droite. Le fait est que ça fait maintenant 2 ans qu'on a à l'Assemblée des députés d'extrême droite qui votent. Et on peut regarder pourquoi ils votent. Et quand on regarde pourquoi ils votent, en fait, c'est extrêmement décevant, puisqu'ils se sont opposés à toutes les avancées pour les travailleurs qui ont été proposées. En tout cas les plus majeures, comme le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, l'indexation du SMIC sur l'inflation. Ce sont les seuls à s'opposer à l'augmentation des droits des femmes dans la Constitution, etc., etc. En fait, leurs votes sont assez catastrophiques déjà dès maintenant, alors qu'ils sont juste avec des députés dans l'Assemblée. Et un autre truc à comprendre, c'est que on peut pas faire comme si c'était nouveau l'extrême droite, en fait. Ça serait dommage de pas apprendre du passé, de pas comprendre que l'extrême droite, quand elle arrive au pouvoir, elle peut être très dangereuse, de pas comprendre que l'extrême droite, quand elle arrive au pouvoir, ça peut être notre dernier vote, ça peut être notre dernière élection pendant plus de 40 ans. Il faut se rappeler des expériences d'extrême droite pendant le XXe siècle qui nous ont donné Franco en Espagne, qui ont donné Mussolini en Italie, qui ont donné Adolf Hitler en Allemagne. Et c'est pas des expériences où on se dit ah bah ça y est, on a vu que ça marchait pas, on peut passer à autre chose. Actuellement, dans le monde, il y a des dictatures. Si elle convient pas, si elle convient pas, on la dégage et on revote et puis voilà. Non, en fait, justement, j'allais finir mon argument en te disant, actuellement, dans le monde, il y a des dictatures dans lesquelles les gens ont au pouvoir des dictateurs et on a l'impression que tout va bien dans leur pays et ne s'opposent pas. Parce que la mise en place de la dictature inclut aussi un processus de propagande de masse qui fait que le peuple ne se révolte pas parce qu'il est propagandé. Donc tu prends des pays comme la Corée du Nord. Actuellement, la Corée du Nord, le peuple ne se révolte pas alors qu'on a une dictature qui est en cours depuis un bon moment maintenant. Et sous Adolf Hitler, le peuple avait l'air content. Le peuple qui n'était pas intéressé par les lois anti-juifs, anti-communistes, anti-homosexuels, anti-handicapés, anti-personnes non blanches. En fait, toutes ces personnes-là qui n'étaient pas dans toutes ces catégories se disaient ouais bah économiquement ça avance, ça a l'air d'être bon. Il y a le taux de popularité n'était pas mauvais pour Adolf Hitler à cette époque-là en fait. Moi ce que je comprends pas, c'est juste l'histoire qui nous a permis. En fait, ce que je comprends pas, c'est moi j'ai jamais voté Marine Le Pen, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on dit tout le temps ah elle est d'extrême droite et quand on les voit à la télé, c'est le social, les petits pauvres, et c'est très bien, hein, mais ils parlent, on dirait des socialistes quoi, on dirait des gens de Mélenchon. Tu sais comment Hitler a appelé son parti? Oui, national-socialiste, mais... Tu sais quel discours il avait avant d'être élu? Comment? Est-ce que tu sais quel discours il tenait avant d'être élu? Bah, quand même moins social que ce que dit Bardella, tout ça, hein, quand même. Bah pour l'époque, il tenait un discours très social, très ouvrier, etc. Hein. Ouais. Il parlait de donner la... J'ai même une vidéo sur comment ça s'appelle, c'est la chaîne Arte où on voit Hitler avec une pelle à la main en train de faire du travail d'ouvrier, de chantier. C'est une stratégie médiatique afin de redorer le blason, sauf que en parallèle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ces discours-là, il faut aller voir ce qu'ils votent à l'Assemblée. Et quand tu regardes la France Insoumise, Mélenchon, etc., ou même un peu plus largement d'autres partis qui, eux, ont un discours de gauche, à l'Assemblée,
ils votent techniquement pour le blocage des prix, pour l'indexation des salaires sur l'inflation, quand en parallèle, l'extrême droite, en fait, ne le fait pas. Donc l'extrême droite a beau le dire... S'il y a une crise économique, Mélenchon, il va faire de l'austérité. Alors, s'il y a une crise économique, non. Il va faire une économie de relance keynésienne. C'est ce qu'il propose dans son programme. Et l'économie de relance keynésienne, c'est une économie qui est alors il y a deux manières de la faire fonctionner. Bon, on peut partir là-dessus si tu veux. Mais du coup, c'est ce qui est dans le programme de l'avenir en commun pour gérer des problèmes économiques, c'est un fonctionnement de douane, de protectionnisme social et solidaire, en parallèle d'une relance keynésienne forte, donc d'une relance, c'est-à-dire qu'on augmente les salaires des gens pour qu'ils puissent acheter, pour que ça puisse faire fonctionner les entreprises locales, et on diminue les aides aux entreprises. C'est-à-dire que là, on a 200 milliards chaque année qui pourraient être disponibles à rediriger vers des postes des dépenses d'investissement pour l'État. C'est-à-dire que l'État pourrait du jour au lendemain utiliser ces 200 milliards pour dépenser dans la construction, la recherche, etc. Et qui dit construction, recherche, etc. dit des travaux réels. C'est-à-dire c'est pas des Ce serait bien aussi qu'on ait un vrai programme spatial français, comme ils ont les Américains, la NASA. Pourquoi il n'y a pas une NASA française? Ce serait bien ça. C'était une des propositions du programme de l'avenir en commun. Ouais, c'est vrai. Ou européenne, tu vois, franco-anglaise, alors européenne peut-être dans un cadre en fait on a déjà un cadre européen du spatial et ça serait bien de le relancer, je suis d'accord avec toi, mais il y a déjà un cadre européen du spatial qui est très stylé d'ailleurs. Il y a un truc que je comprends pas. Comment, après avoir parlé de social tout le temps, bon, immigration aussi également tout le temps, immigration, mais comment, après avoir parlé tout le temps de social sur tous les plateaux, les petites gens, ils crèvent, ils ont pas... et c'est très bien, hein. Comment ils vont pouvoir, s'ils arrivent au pouvoir, trahir cet électorat et faire une politique libérale et dire ah les gars, on vous a menti, en fait on est des libérales, on va pas vous faire le social, la retraite à 60 ans, tout ça. Ils sont coincés, ils sont obligés d'appliquer la politique sociale qu'ils défendent sur les plateaux, le RN là. Bah non, actuellement ils l'appliquent pas en fait à l'Assemblée, ils font le contraire à l'Assemblée de ce qu'ils disent. Ouais, en fait c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ils ont déjà eu ce discours pour obtenir des postes de députés à l'Assemblée et ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF par exemple, contre le rétablissement de l'impôt ils ont voté contre. Les votes sont publics, tu sais, ça qui est intéressant, mais le fait est que on ne parle pas assez de politique dans notre pays. Ils font exprès de désintéresser les gens de la vie politique parce que si on s'y intéressait 2 secondes, en fait, il y a des choses qui sont évidentes. Ces députés qui ont été élus n'appliquent pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Or, sur la retraite. Pourquoi on n'en parle jamais? Sur la retraite, par exemple. Sur la retraite. Parce que le seul moment où on pourra en parler, c'est au moment où quelqu'un le met en face. Attends. C'est au moment où quelqu'un les mettrait en face de ces incompréhensions. Le fait est que, est-ce que tu vois beaucoup de journalistes leur demander pourquoi vous n'avez pas voté pour le rétablissement de l'ISF? Pourquoi vous avez dit que pour la retraite, vous étiez contre Macron alors que ils ont craché sur le mouvement social dans la rue? Il y avait 5 millions de personnes dans les manifs et tout. Nous, on y était et tout. Et le Front National sur les plateaux était en train d'appeler au calme, d'appeler les gens à rentrer chez eux, etc. Alors qu'on était en train de se battre contre la réforme de Macron, en fait. Elle a fait sa campagne présidentielle en disant « Vous voterez pour moi, vous aurez la retraite à 60 ans ». Et en parallèle, Macron est élu. Elle est censée être l'opposition principale. Et derrière, elle est toute fluette. Elle est là en mode « Oui, alors j'aime pas trop ce que font les syndicats, etc. » T'es où, en fait? Elle est où, la opposition Il n'y a pas de social avec le RN, c'est bien ça. Ben, en fait, on cherche encore, hein, parce que les lois qui sont proposées à l'Assemblée nationale, qui sont sociales et que le RN veut bien voter, il y en a pas eu énormément. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. C'est simple, l'augmentation du SMIC quand même. En plus, si t'étais pour essayer de gruger ton... Mais ça, c'est des légendes ou parce que tout le monde dit ça, mais on peut vraiment savoir que c'est vraiment vrai. Tout le monde dit ah non, en fait, le Parlement met publiquement. En fait, c'est assez intéressant le fonctionnement du Parlement. Tu peux, en tant que député, demander à ce que le vote soit public.
c'est pas automatique. C'est-à-dire que beaucoup de votes sont faits à main levée. Mais quand un député demande à ce que le vote soit public, alors ils enregistrent pour chaque personne quel vote ils font. Et le truc est retranscrit instantanément sur le site de l'Assemblée parlementaire. Et donc, il y a des associations qui récupèrent ces données, qui te font des jolis schémas avec, mais tu peux revenir à la source si tu veux, tu vois. Ouais. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose qui est compté, c'est pas quelque chose où on a demandé aux gens. En fait, c'est directement quand ils utilisent les petits boîtiers. Regarde, là, juste sur le SMIC, parce que je l'ai mentionné. Sur le stream, si tu regardes le stream là sous tes yeux, tu as un article de BFM qui dit LREM, LR et le RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la NUPES. C'est date du 21 juillet 2022. Je crois que j'ai été... Ouais, je peux le lire dans le chat, voilà, si les comme gens par veulent hasard. aller. Et puis j'ai l'impression leur TikTok et leur Instagram, c'est comment dire, c'est préparé. Parce qu'une fois, j'ai vu Bardella et il était sur sa petite page TikTok. Et puis je le voyais en vidéo, il disait ils ont même mis la musique qui fait peur dans mon reportage sur moi à charge et tout ça. Et il avait une petite bière sur sa table avec des frites et tout ça. Je dis tiens, ce Bardella il boit de la bière, il mange des frites. Il avait un comportement populos, enfin le petit gars de base qui mange des frites. La communication marketing, bien sûr. Ah oui, ils ont des communicants, ils ont des équipes. Bah, tu sais, quand tu vois Le Pen avec ses chats et tout. Des fois, t'as Marine qui parle devant une caméra et puis t'entends Bardella derrière qui fait « Qu'est-ce que tu fais, Marine ?» et puis elle dit « Je suis en train de faire ça devant des journalistes, tout ça. »« Ah bon, je peux venir ?» Enfin, c'est préparé, ça, c'est pas possible. Ça m'a l'air d'être ce qu'on appelle une propagande, hein, c'est le concept même. La bière sur sa table, il boit de la bière, bien sûr, avec son beau costard, il boit de la bière. C'est de la démagogie. Il méprise tellement le peuple qu'il pense que les gens vont tomber dans le piège de on a mis des frites, des bières, regardez, on est proche de vous, etc. Enfin, vraiment, ils nous prennent pour des cons, mais à un stade. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, pareil avec les chats. Le Pen, elle a des chats maintenant, voilà, donc elle est gentille. Et derrière, ils votent contre le SMIC, ils votent contre l'augmentation du SMIC, ils se battent contre la gauche qui lutte pour qu'on n'ait pas 2 ans de plus de taf parce que la retraite est repoussée, quoi. Et après, ils disent non, on mange des frites, on est de votre côté. Moi, j'ai l'impression que c'est bidouillé, tous ces vidéos Instagram et tout, là. Les gens qui courent. S'il vous plaît, Marine, aidez-nous pour vous. Alors, on se voit demain prochain. À demain, bonjour à maman. Bonjour à maman. En vrai, c'est flippant. Faudrait qu'on aille regarder sur stream les propagandes comme ça, parce que j'avoue, j'ai même pas vu passer. On a de la chance de jamais avoir vu le contenu dont tu parles. Ah non, mais je me suis dit, tiens, elle fait des... Allez, Jean-Jacques, on fait une photo, allez, cheese, allez, 1, 2, 3, allez, à plus tard, hein. Ça c'est bizarre. Et voilà pourquoi il faut aller voter. Et voilà pourquoi il faut aller voter. Ouais, les autres partis de gauche, c'est moins bidouillé, à part peut-être Glucksmann. Mais sinon, Glucksmann n'est pas de gauche. Hein. Glucksmann n'est pas. Il est de place publique, il faut faire attention. C'est ce qu'on appelle Glucksmann, c'est douteux, quoi, on va dire. Avec son père, là, quand on sait les positions de son père. Ouais, et sa femme aussi. Mais du coup, parce que initialement, parce que pour un peu peut-être conclure la discussion, initialement, t'étais dans le chat, t'étais un peu en mode ça va rien changer si je vote et tout. Ouais, des fois je troll un peu, des fois je râle, j'utilise le chat. Moi je me défoule et il faut pas que je me défoule comme ça. Enfin voilà. On répond, c'est pas grave, hein, on est là pour ça. C'est j'ai l'impression de parler tout seul, sauf que je suis pas tout seul, quoi. C'est bien de pas être tout seul. On est là avec toi. Ouais. Merci, c'est gentil. Mais alors donne-moi 1 ou 2 partis que tu veux voir. Alors je reviens du coup là-dessus. Sur la présidentielle, c'est pas la même fonction que sur les européennes, c'est pas le même fonctionnement que les présidentielles. Et en fait, le piège, parce que en fait, il faut savoir que toute la 5e République a été rédigée à la base entre 2 mecs. Hein.
Donc on a un peu l'impression, ils ont dit bon, comment on va les piéger là-dessus et tout. Bon, là c'est les élections européennes, donc c'est plus dans le cadre de l'Europe, ils ont dit bon, comment on va faire. Là en fait, chaque pays dans le cadre des élections européennes, c'est un vote à la proportionnelle, c'est-à-dire que autant de voix qu'obtient un parti, ils auront cette proportion de candidats qui seront mis en tant que députés. Mais le piège, c'est que si le parti obtient moins de 5%, aucun des voix n'est compté. Aucune des voix n'est comptée. C'est un piège, ça. C'est-à-dire que si tu votes pour un parti qui fait 3%, en fait, ta voix n'a servi à rien. Et pire que ça, du coup... Ah, mais ça fera pas 3%. Hein. De quoi Bah si, il y a des partis qui peuvent faire plus de 5%, là. Ah oui, je crois que tu disais s'il y a que 3% des gens qui votent, ça compte plus les élections, j'avais pas compris. Non, en fait, c'est 3% pour un parti spécifiquement. Tu vois, par exemple, s'il y a un parti qui s'appelle le parti des écolos, allez, on invente un nom, tu vois. Si le parti des écolos, il fait en fait 4,9%, bah, tous les gens qui ont voté pour ce parti, leurs voix sont pas comptées aux élections. C'est une arnaque, hein, c'est une arnaque, mais on est capable d'éviter cette arnaque en allant voir juste avant les élections, tu vois, genre une semaine ou deux avant les élections. Là, on est à 3 semaines d'élections, donc on n'est pas loin. Il suffit d'aller voir les sondages en vigueur et ça te permet de voir qui est assez en avance par rapport au seuil des 5% pour savoir que tu vas voter pour une liste qui a une chance. Comme ça, ta voix, elle va pas à la poubelle, tu vois, ce serait dommage. Et en fait, du coup, c'est pour ça que, je sais pas si tu en as entendu parler, mais à gauche, ils se sont énervés sur le fait qu'il n'y ait pas l'union à gauche. Pourquoi est-ce qu'ils se sont énervés là-dessus? C'est parce qu'il y a des partis à gauche qui, sans l'union, font moins de 5%. Et du coup, c'est con, on va avoir moins de députés de gauche juste parce qu'il n'y a pas eu cette union. Mais par contre, il y a des partis à gauche qui vont faire plus de 5%. Bon, Glucksmann, comme tu as vu, on ne sait pas trop si on peut compter dessus. Il faut un Zemmour de gauche, quoi, l'union des gauches. Je sais pas, je suis pas trop l'actualité de Zemmour. Mais par exemple, un Zemmour de gauche. J'ai dit, ce qu'il faudrait qu'il existe, c'est un Zemmour de gauche, quelqu'un qui est à l'opposé de Zemmour et qui n'est pas pour l'union des droites, mais l'union des gauches. Ah, mais ça existe ça déjà, puisque c'est l'Union populaire. C'est le mouvement mené par. Le leader, c'était Mélenchon, et il va arrêter Mélenchon. Alors là, pour le moment, pour les européennes, la leader, du coup, c'est Manon Aubry avec sa liste, qui est en tête des partis de gauche de rupture actuellement dans les élections, tu vois. Ouais. Et du coup, techniquement, si tu votes pour ce parti-là, tu peux avoir un vote qui, techniquement, a une chance de remettre en question les décisions de Macron dans le cadre européen, parce que c'est ce qu'ils font depuis 5 ans. D'ailleurs, Macron a essayé d'utiliser son droit de veto, il n'a pas réussi. Ils ont quand même réussi à faire voter les lois pour les plateformes Uber et tout, pour que les gens qui travaillent. Pour que les gens qui travaillent pour Uber, ils se fassent pas exploiter. Macron, il a fait aussi des bonnes lois. Hein. Il a fait une loi qui permet aux démissionnaires de toucher le chômage, par exemple. Ah bon? T'es sûr de ça? Il a fait une loi. Ouais, maintenant, si tu démissionnes dans certaines branches, tu peux avoir le chômage. Avant, tu pouvais pas l'avoir. Il a fait une loi sur la PMA, par exemple, aussi. Il a fait plein de lois comme ça. Est-ce que la loi pour toucher le chômage, c'est en parallèle de la loi qui t'empêche de toucher le chômage si t'as pas travaillé assez? Parce qu'il y a aussi ça qu'il a fait passer, tu vois. Il a diminué le... Ouais, bah tu sais, c'est monsieur en même temps, hein, donc bon... Ouais. J'ai un peu l'impression que c'est un jeu de passe-passe, tu vois. Ouais. Il a augmenté aussi les minima sociaux aussi. En fait, t'es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de lois en même temps et du coup, on n'arrive plus trop à s'y retrouver. C'est vrai. Mais du coup, il y a un truc pour savoir au final à qui a profité la loi, c'est de regarder les bilans par rapport avant qu'il soit élu et aujourd'hui, tu regardes l'évolution du patrimoine selon le niveau de vie des citoyens français. Ouais. Et là, le patrimoine des classes moyennes a stagné, voire a diminué. Les patrimoines des classes populaires et des classes pauvres a été explosé. C'est-à-dire que eux, ils ont vraiment perdu une part énorme de leur patrimoine et de leurs revenus. Ouais. Alors que le niveau de vie des riches, il a explosé, mais dans l'autre sens, tu vois. Il est. Je sais.
Mais par contre, le patrimoine des Français, c'est-à-dire nous tous là réunis, tout ce qu'on a sur nos comptes, ça représente des milliers de milliards d'euros. Ouais. Et je comprends pas trop le lien avec ce que je viens de dire. Non, mais c'est ce que tu disais, que tu parlais de patrimoine à un moment donné. Ah oui. Mais du coup, en fait, ce qu'on observe, c'est que sur nos comptes, les milliers et milliers d'euros qui est sur nos comptes, en fait, il y a un mouvement de cet argent via les impôts, parce qu'on paye des impôts, la classe moyenne paye des gros impôts, etc. Et ensuite, il y a des aides versées aux entreprises, 250 milliards. Et du coup, il y a des dividendes ensuite par les entreprises versés aux très très riches. Et maintenant, on a Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde. Ouais. Et après, du coup, on a un peu l'impression qu'il y a le flux des salaires qui va dans un sens certain, si tu vois ce que je veux dire. Ça va un peu plus dans un sens que dans l'autre, quoi. Ça va un peu plus dans un sens que dans l'autre, ouais. Si on mettait toutes nos économies ensemble, on pourrait carrément créer un pays. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Sauf qu'on laisse des gens le diriger à notre place. Ouais. En fait, on a mis tout notre argent ensemble le siècle dernier et on a créé la sécurité sociale. Et du coup, les gens peuvent se faire soigner même s'ils ont un cancer. On a créé la retraite, du coup, les gens, même vieux. Mais dans les autres pays d'Europe, il y a du social. Par exemple, en Allemagne, en Espagne, il y a Pedro Sanchez qui est président de l'Espagne depuis 2019. Il a dû faire pas mal de choses en 7 ans, 6 ans. Le PS au Portugal qui est resté des années au pouvoir. Il doit y avoir d'autres pays où il y a une politique sociale avec des aides, avec de l'accompagnement. Voilà, surtout dans les pays du Sud, je pense. Oui, alors, je comprends pas. C'est quoi Ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre modèle sur ces pays-là si ils ont fait des choses qui vont dans ce que toi tu dis, ce que tu défends. Bien sûr, mais en fait, ce qui s'est passé les dernières années, c'est que c'était l'inverse. C'est que la France a été un fleuron du modèle social et que les pays nous ont copiés. Et d'ailleurs, les États-Unis, les gens aux États-Unis, ils mourraient pour obtenir un modèle social médical qui ressemble au nôtre. Il y a des mouvements entiers de citoyens. En fait, eux, tu te rends pas compte la chance que nous on a d'être nés dans un pays où il y avait déjà la sécurité sociale et le système de santé. Il faut le défendre, il faut empêcher qu'ils le détruisent parce que de l'autre côté de l'Atlantique, tu as des millions de gens qui luttent tous les jours pour politiquement essayer de faire gagner ça. Ils ont toujours pas, chez eux, ils ont toujours pas la sécurité sociale. C'est-à-dire que si jamais ils ont un cancer, c'est à leur poche. C'est-à-dire que ils sont endettés à vie. Tu as des gens qui se retrouvent avec un endettement de 400 000 euros juste parce que 200 000 euros un cancer cancer du sein aux États-Unis. Ça dépend. Par exemple, tu peux pas ressortir d'un accouchement aux États-Unis sans avoir dépensé 15 000 euros. Ah, c'était plus, on m'avait dit plutôt 10 000. Plutôt 10 000. Ça dépend de quel hôpital et tout, mais bon, si tu veux que ton enfant soit en vie, en général, tu mets les moyens, tu vois. Mais ouais, tu peux pas ressortir. Bon, après, les Américains, c'est vrai qu'ils ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que le nôtre, mais même, c'est très cher. En France, c'est 90 euros et encore. En fait, il y a un biais au niveau des États-Unis, c'est que si tu allais vivre aux États-Unis, tu te rendrais compte de toute la partie de la population qu'on ne voit jamais. Parce que nous, ce qu'on voit des États-Unis, c'est ce qu'on voit dans les séries, c'est ce qu'on voit dans les gens qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui ont les moyens de se payer des ordinateurs, des téléphones, etc. Et en fait, il y a toute une partie de la population américaine qui sont à la rue complètement. Enfin, il y a des villes, on dirait, il y a des zombies dans la rue, tellement il y a des drogués parce qu'il n'y a aucune législation de qualité sur le sujet. Ça fait peur, hein, les États-Unis. Les routes sont pas réparées, sauf la route qui mène jusqu'à la maison du riche. Tu sais, il y a une maison qui est possédée par un riche. Sa route devant lui, elle est parfaite. Puis après, toute la route dans toute la vie, elle est dégueulasse. Il y a pas de trottoir. Je te montrerai des vidéos de ghettos, de Walking the Street dans les ghettos des États-Unis. Tu vas voir l'état des quartiers à Camden, à Philadelphie, à Détroit et tout ça. Ah mais moi je l'ai vu. Hein. Moi je l'ai vu. Moi j'étais à Pittsburgh. Et c'est ouf le niveau de ségrégation, c'est-à-dire t'as un quartier qui est super riche, grande maison, pelouse bien entretenue, grande route, tout est joli, il y a des petits oiseaux qui chantent, et tu vas littéralement à une rue à côté, genre tu te déplaces un tout petit peu, et là t'as le quartier pauvre, et il y a très majoritairement des personnes noires qui sont là, et là c'est genre délabré, il y a des poubelles dans les rues partout,
on sait pas ce qui se passe, c'est des gros bordels, c'est là genre attends quoi? Ouais. Et c'est complètement complètement ségrégué, genre tu peux vraiment délimiter très précisément. Ouais, franchement, on n'a pas besoin de laisser ça arriver à notre pays, on n'est pas... Attends, BBT, faut que tu reprennes ta phrase, t'es en train de bugger je crois, il est en train de devenir un robot. Ça y est. Oh non! Notre pays, on aurait pu empêcher de perdre 2 ans de retraite, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la meilleure arme qu'ils ont pour nous empêcher d'agir, c'est de nous faire croire qu'on a déjà perdu. Et la preuve de ça, c'est que avant le premier tour en 2022, Mélenchon était donné à 17% selon les sondages. Et tout le monde disait, ouais, de toute façon, on va perdre, ça sert à quoi d'aller voter, etc. Le nombre de gens que j'entends dire ça, et au final, le mec fait 22%, il est à 1%, 1,5% d'être au second tour, c'est-à-dire 400 000 voix. Et en fait, quand tu sondes les gens pour savoir, mais en fait, vous vouliez Mélenchon second tour, en fait, le nombre de gens qui voulaient Mélenchon second tour, mais qui ne sont pas allés voter parce qu'ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas de toute façon gagner, était supérieur au nombre de gens nécessaires pour qu'ils passent au second tour. Donc ils ont réussi à mettre l'idée dans la tête des gens que c'était pas possible, et du coup les gens sont même pas déplacés devant les urnes. Et en fait, moi j'en ai marre personnellement, parce que j'en ai marre qu'on ait ce récit de on a perdu, parce que c'est un récit qui s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perd, on peut dire ah bah ça y est, on a perdu, du coup c'est encore plus dur et tout. Non, à un moment j'ai envie qu'on gagne, comme ils avaient fait en 81, ils avaient gagné plein de trucs. Ok, après ils ont reperdu comme des débiles, mais nous on n'est pas obligé de faire ça. On peut gagner, puis après regagner, et lutter pour les idées qu'on veut mettre en place dans la société, lutter pour les choses qu'on veut garder dans cette société, se rendre compte qu'en fait on a une chance énorme d'avoir ce qu'on a et qu'il faut protéger ces chances-là qu'on a. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de dire que je veux être conservateur des victoires qu'on a eues par le passé, parce que moi, je veux pas me retrouver dans un pays où si j'ai un cancer, en fait, je suis obligé de quitter tout ce que je fais dans ma vie et maintenant je suis comme si je devais travailler tous les mois pour rembourser un prêt, quoi. Et en fait, voilà, donc venez, on arrête de dire on a perdu. Si on va voir assez de gens qui se sont fait matrixer sur l'idée qu'on a perdu d'avance et qu'on leur dit non, en fait, on a une chance de gagner, mais c'est juste que, en fait, cette chance de gagner, ça va pas changer notre vie du jour au lendemain, mais c'est juste que ça va pas détruire notre vie et que ça a une chance de l'améliorer. Oui, ça va être des petits trucs, mais en fait, on est quand même content d'avoir des petits trucs positifs plutôt que des trucs horribles à chaque fois. Et deuxièmement, en fait, on continue, on lâche pas le truc après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les petits trucs, on se dit pas ah ça y est, moi j'ai eu ce qu'il me faut, je suis tranquille. Non, en fait, on peut gagner encore plus et on peut ne jamais s'arrêter. Quand tu regardes le chemin de l'histoire, il y a eu une époque où les enfants, c'était considéré normal qu'ils travaillent dans les mines. Et il a fallu que des gens crèvent et que des gens se battent et que se syndiquent et tout pour qu'on empêche aux enfants de pouvoir être embauchés par des travailleurs. Et on ne vit plus dans cette société. C'est plus normal que les enfants soient dans des mines et se fassent écraser par des pierres. C'est plus quelque chose qu'on sait normal dans notre société. En tout cas, là où on vit, parce que il faudrait se battre aussi pour que ça s'étende dans d'autres pays et tout. Mais ça, c'est notre histoire. Mais du coup, voilà quoi, venons, on arrête de se faire matrixer sur l'idée qu'on va perdre, c'est bon quoi. En plus, est-ce que c'est une vie de vivre toute sa vie en se disant tout est foutu, on va perdre? Est-ce qu'on peut pas vivre en se disant en fait on pourrait y arriver, venons on essaie de convaincre les gens, et au final si on n'y arrive pas, bah ça sera la faute des autres, parce que nous on a fait ce qu'il fallait quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Anthony? Allô? Je crois qu'il allait chercher il allait s'inscrire sur une liste électorale proche de chez lui. Ah, ok, attends, il vient de quitter, attends quoi? Il a dit merde, ça l'attend, il a dû avoir un problème. Allô? Ouais, tu passes à bugger, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ouais, ça avait bugué. Le problème, c'est que avant la fin du mandat de Hollande et les 2 mandats de Macron, on avait quand même, malgré Chirac et tout ça, on avait encore le paquet niveau social en France. Même sous Sarkozy. On l'a abandonné. Attends, je termine. Même sous Sarkozy, tu pouvais rester 3 ans au chômage.
Et c'est Macron et un petit peu Hollande, mais c'est Macron qui a tout détruit le système social qu'il y avait en France. Et avant, c'était suffisant. En 98, sous Jospin, tout ça, 2002, 2006, si on était resté comme ça, c'était suffisant. Mais sauf pour les LGBT, parce qu'ils n'avaient pas de droit, eux, ils n'avaient pas de droit du tout, les LGBT. C'est ce que je te dis, il faut récupérer les victoires qu'on a eues dans le passé, c'est-à-dire que le droit au chômage, il faut le rétablir tel qu'on l'avait. Pareil pour la santé. Tu sais qu'à une époque, on avait le remboursement à 100% des frais de santé. Oui. On a perdu tous ça. les médicaments, mais certains, ouais. Tous les médicaments qui étaient prescrits par ton médecin. T'avais ta carte vitale, tu donnais ta carte vitale et tout ça. Non, mais avant, c'était 100%. Le concept même de mutuelle n'existait pas à une époque. En 1999-2000, le monde entier, il enviait notre système social, quoi. Voilà. Et en fait, ça marchait. Parce que quand tu regardes techniquement, ça marchait. Il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que le déficit public, tu sais, dont tu nous parles à chaque fois, tu sais. En fait, le déficit public est plus grand aujourd'hui, alors qu'on n'a plus ces systèmes en place. Comment ça se fait? Et là, c'est ce que je te répète à chaque fois, c'est que, en fait, ils donnent cet argent. Ils n'ont pas diminué les impôts, en fait. Alors, il y a deux choses qu'ils ont fait. Ils ont fait croire qu'ils avaient diminué les impôts en nous diminuant notre salaire brut. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer du salaire qui normalement. C'est pas totalement faux. Hein. Les marchés financiers, on a plein de dettes Oui, mais écoute bien. Mais écoute bien ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est pire aujourd'hui que quand on avait ces systèmes en place. Ça veut dire que c'est pas. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est ils critiquent le plein emploi, mais le plein emploi, on n'a jamais été aussi pauvre. Non, en fait, ils te disent, on est obligé d'enlever la retraite parce que ça nous fait de la dette et tout. Mais le niveau de dette était moins grand quand on avait une retraite qui était meilleure pour les gens. La retraite, quand on était sous la retraite à 60 ans, le niveau de dette était moins élevé en France. Donc, ce que j'aime bien, Mélenchon, c'est qu'il est le seul à dire ok, on vit plus longtemps, mais en bonne santé, l'espérance de vie en bonne santé. C'est parce qu'on fout rien qu'on vit plus longtemps. C'est pas parce qu'on travaille. C'est plus tu vas travailler. Sarkozy dit tout le temps, on vit plus longtemps, donc faut travailler plus longtemps. Oui, mais si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille pas. C'est pour, mais oui, mais bien sûr, t'as complètement raison sur ce point-là. Un husky qui travaille, il vit 9 ans. Un husky qui travaille pas, et tu peux le garder 15-20 ans. Bon, c'est un chien, c'est pas un bon exemple, mais voilà, tu vois ce que je veux dire un peu. Non, mais c'est une réalité, c'est que quand tu regardes les durées de vie, tu regardes tu parlais d'autres pays tout à l'heure, la durée de vie aux États-Unis est plus petite qu'en France. Et c'est notamment parce que, oui, si tu dis à une personne qui a plus de 60 ans, tu lui dis, maintenant pour continuer à pouvoir manger, il faut que tu continues ton travail. Et en fait, son travail, c'est genre faire le réassort dans une... voilà. Oui, il va se casser le dos, il va avoir des problèmes de santé. Et le pire... Non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'en parle jamais, mais les frais de santé qu'on va devoir débourser parce qu'on va devoir soigner ces gens qui se seront blessés au travail, parce qu'ils auront travaillé vieux, ils sont largement plus élevés que si tu les laissais tranquilles et qu'ils pouvaient faire une retraite pépère, les toits de paix en éventail. Et en plus, ils leur méritent leur retraite, franchement. Les gens qui se donnent du mal sur leur lieu de travail, putain, ils leur méritent leur retraite. Mon cousin, mon beau-frère, il travaille, il est ouvrier dans une usine, il fait 40 degrés dans l'usine l'été. Je pense que c'est illégal. C'est illégal, c'est 32 degrés la température maximum autorisée. Il doit faire 35 ou 36, peut-être pas 40. Selon Gérard Peut-être qu'il n'y a pas de syndicat dans sa boîte aussi. Du coup, la température légale, ils s'en battent les couilles. Il démonte des machines, je lui dis, mais il fait chaud. Il fait, oui, il fait 35, 40 degrés. Mais je fais, comment tu fais pour bosser comme ça? C'est pour 1500 €, 1600 €. Putain. Mais tu vois, mais ça aussi, c'est intéressant de le comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent au chômage et à la retraite? Puisque il y a 2 secondes, on vient de dire ça leur coûte plus cher au final, puisque avec le chômage, la retraite, les gens seront précaires, vont avoir des problèmes de santé, il faudra payer les frais de santé. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ça augmente le nombre de personnes sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que ton collègue là, qui est prêt à faire ce travail à 1600, pourquoi il est prêt à faire ce travail à 1600? Parce que il n'y a pas d'autre travail. Il y a tellement de travailleurs qui cherchent du travail
qu'ils sont capables de leur infliger des conditions de travail telles. Alors que si jamais on avait il y a combien de milliardaires dans le monde? Oula, c'est un nombre qui augmente chaque année, pourquoi? Ouais, 1000 peut-être. Parce que si, admettons qu'il y ait 2000 milliardaires dans le monde, tu penses pas que chaque milliardaire pourrait donner 300 millions d'euros aux États et chaque État pourrait financer une partie de sa sécurité sociale? Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en France, avant l'arrivée de Macron au pouvoir, on avait l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, mais ça, c'est pour les millionnaires, l'ISF. Ah non, c'est un impôt pour les grandes fortunes. Et en fait, moi, personnellement, je serais pour que l'impôt sur la fortune soit progressif, c'est-à-dire que plus tu as de l'argent, plus on te taxe dessus. Ouais. Là, ce qui est injuste, c'est que ils ont mis en place un impôt qui s'appelle la CSG. D'accord ? Or, la CSG, c'est un impôt sur le revenu. Il y a aussi un impôt qui s'appelle impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu et la CSG sont tous les deux des impôts qui sont sur le revenu. C'est un peu dur à comprendre. Mais la CSG, du coup, l'impôt sur le revenu, tu sais, il y a des tranches. Donc, théoriquement, plus tu gagnes, plus tu payes. Mais la CSG, en fait, il y a en fait, pas vrai. C'est comme s'il y avait deux tranches, mais en gros, en fait, il n'y a pas de tranche. Parce que deux tranches, au final, dès que tu dépasses la première tranche, c'est comme s'il n'y avait pas de tranche. Et en fait, la CSG... C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant que dans un pays comme la France, où le petit peuple a fait la révolution, qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Il y a le même taux, tu te rends compte qu'il y a le même taux d'imposition pour la CSG que tu gagnes 10 000 euros ou 100 000 euros ou 1 million d'euros, il y a le même taux. Ouais. Il y a un problème. L'équivalent aujourd'hui de faire de ce qu'on a fait quand on a fait la révolution, en fait, c'est de permettre au peuple d'avoir une nouvelle constitution écrite par une assemblée constituante. Et ça se fait en allant voter dans les élections pour le programme qui propose ça. Et là, en ce moment, c'est le programme de la France Insoumise qui propose ça, tu vois. Ouais, attends, il faut que dans tous les autres pays, ça suive. Si les autres pays suivent pas, le prolétariat, il règnera pas. Moi, j'aime bien quand tu as parlé de la Révolution française, parce que, justement, comment ça s'est passé pour la Révolution française? Ça a d'abord été fait en France, et la France a montré l'exemple. Et les peuples dans toute l'Europe ont été embrasés par l'imaginaire révolutionnaire français. Et ils se sont dit, en fait, les Français l'ont fait. Les Français l'ont fait, ça a marché. Donc, tu remarqueras d'ailleurs que énormément de fonctionnements dans les pays d'Europe sont en fait des copies. Ils nous ont tous copiés, quoi. Ils ont dit, bon, ok, ils ont fait quoi? Ils ont mis des parlements, ok, on va mettre des parlements. Ils ont mis une constitution, ok, on va mettre ça. Moi, ce que j'aimerais bien à la télé, c'est qu'il y ait une émission, pas aller voir les gens comme il fait Antoine de Maximin. Moi, je veux pas une émission, j'irai dormir chez vous. Je veux une émission qui m'explique, qui me montrerait, j'irai me soigner chez vous. Et on montrerait les systèmes de santé de chaque pays, comment les gens ils s'en sortent quand ils ont le cancer, en Égypte, aux États-Unis. Et moi, j'aimerais bien, je serais curieux de savoir ça. Comment ils font les gens en Égypte, le diabète, comment ils font les gens, mais pour s'en sortir, y a rien. Et dans certains pays, tu verras juste quelqu'un par terre en train de mourir. Voilà, franchement, c'est une bonne idée, c'est une belle idée. Moi, je suis chaud. Bah ouais, nous encore, on a un petit peu de social, mais il faut le protéger. En Bolivie, au Pérou. Bah ouais. Mais il faut protéger notre système social, parce que la réponse, c'est il meurt, c'est ça la réponse, malheureusement. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, je suis musicien, j'adore la musique classique, tout ça, et j'ai très envie de vivre en Autriche. Mais rien ne me dit que l'Autriche, j'aurais la Sécu, j'aurais le RSA. Je sais pas quelles sont les lois là-bas. C'est pareil, moi ma sœur. Rien te dit qu'en France, tu auras le RSA pendant le mandat de Macron, là, parce qu'il est en train de l'enlever. Il est en train de le conditionner. L'année prochaine, ça commence. Renseignez-vous parce que le 1er janvier 2025, ils vont mettre en place un conditionnement du RSA. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'avais là-dessus. Tu pourras le toucher, mais il faudra que tu fasses des petites heures de. Enfin, tu feras des petites. Enfin, c'est à titre volontaire, je crois. C'est pas à titre volontaire, si tu le fais pas, du coup tu touches plus ton RSA. Donc c'est à titre volontaire de cette manière-là, quoi.
le RSA, c'est pas non plus des fortunes. Vous savez, c'est qui les vrais assistés? C'est tous les footballeurs là qu'on regarde là, à la télé, là, les fils d'eux, les gens que vous voyez sur les marches à Cannes. Là, en fait, ces gens-là, dedans, il y a des assistés, mais en fait, j'ai essayé de comprendre qui techniquement recevait de l'argent le plus sans rien faire, tu sais, parce que c'est ça en fait qu'on appelle assisté, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu regardes tout ce qui est du RSA, etc., les gens qui touchent le RSA, au niveau de leurs dépenses, le budget qui est dépensé, la grande partie des RSA sont dépensés dans l'alimentaire, le soin et l'habillement, parce que les gens ont juste besoin de vivre, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, est-ce que tu peux vraiment parler d'assister quand la personne juste se nourrit avec l'argent que tu lui donnes? Mais par contre, où est-ce qu'on trouve les plus grosses dépenses qui sont juste la personne ne fait absolument rien et elle touche cet argent? En fait, c'est les dividendes. Comment fonctionne une dividende? Juste, tu possèdes un titre de propriété d'une action. C'est-à-dire que tu possèdes un bout de papier sur lequel il y a marqué vous avez acheté cette action il y a tant d'années. Des fois, c'est des trucs que tu hérites. C'est-à-dire que tes parents avaient des actions dans tel truc. Il y a des grandes fortunes qui se sont faites comme ça. Des gens qui avaient des actions dans le téléphone, des actions dans le pétrole. Voilà. Et en fait, chaque année, l'entreprise à laquelle tu as le bout de papier, là, si elle fait des bénéfices, c'est-à-dire que si les travailleurs ont bien travaillé dans cette entreprise, on prend cet argent, parce que bravo, vous avez bien travaillé, eux, on leur donne une prime de Noël de 50 €, d'accord? Et après, tout cet argent est distribué. Tout cet argent est distribué aux possesseurs de ces titres de propriété, qui sont en fait les nouveaux titres de noblesse. Mais ces gens-là, ils se cachent. C'est-à-dire que tu en entends très peu parler de ces gens-là. C'est des gens, ils n'ont rien à faire de la journée, et ils ont quand même chaque mois une rentrée d'argent qui est considérable. C'est-à-dire selon le nombre de titres de propriété d'actions que tu possèdes, tu peux toucher 10 000, 20 000, 30 000 € chaque mois sans rien faire. Et ces gens-là, bien sûr, tu vas pas en entendre parler. Bien sûr, les médias qui sont possédés par des personnes qui ont énormément d'argent, notamment grâce à ce type de fonctionnement, ils vont pas parler de l'injustice des gens qui ont des titres de propriété. Ils vont mettre le projecteur sur quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre peut changer, en fait. Je voulais m'excuser auprès de Bad Much parce que tout à l'heure j'étais jaloux parce qu'il s'est fait 7000 balles en même pas 3 jours et j'étais un peu jaloux et j'ai mal réagi dans le chat. Enfin, voilà. Ouais, non, il n'y a pas de problème. En fait, je comprends, c'est tellement dur. Ouais. C'est tellement dur d'obtenir de l'argent, même des petites miettes, que eux, ce qu'ils veulent, ceux qui ont ces titres de propriété et tout, c'est que les gens comme nous qui ont juste un peu d'argent, on se mange entre nous. C'est que vraiment c'est d'ailleurs, tu sais, les gens, ils ont peur de dire combien ils touchent par mois. Ils disent ah bah ouais, je vais pas te dire mon salaire parce que les gens sont jaloux entre eux pour il touche 3000, lui il touche 2000. Ouais, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais d'après ce que j'ai compris, les 7000 balles qu'il s'est fait, il va pas vraiment se les mettre dans sa poche. En fait, attends, je vais dire, moi en fait, ça fait 2 ans que je suis streamer, créateur de contenu, etc. Et jusqu'ici, j'ai gagné extrêmement difficilement ma vie en faisant ça. J'ai dû avoir des stratégies pour dépenser le moins possible tous les mois depuis 2 ans, etc. Au début, tu utilisais ton chômage, par exemple, et tout, quoi. Voilà, c'était un peu la galère. Et là, du coup, j'ai réussi à avoir des gens qui regardent un peu le stream, qui regardent le contenu. Et là, je propose une série documentaire pour faire vraiment le meilleur contenu dont je suis capable pour revenir sur l'élection de 2022 et parler en détail de tout ça. Je fais un premier épisode. Il faut de l'argent, bien sûr, je comprends. Et là, je demande l'argent pour juste genre payer mon loyer, ma nourriture dans les 5 prochains mois où je vais travailler sur la série. D'accord, parce que il y a 2-3 jours, les autres chaînes concurrentes de gauche, tout ça, ils se foutaient de ta gueule parce que enfin, j'ai cru comprendre qu'ils se foutaient de ta gueule parce que tu faisais je sais pas quoi avec tes 7000 €. J'ai pas bien compris, mais j'avais l'impression qu'ils se foutaient de ta gueule, Kali, tout ça là, je sais pas quoi. Donc oui, c'est possible que les gens se foutent de sa gueule, mais bon. Après, on attend leurs arguments. Peut-être j'ai mal compris, mais j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui le critiquaient. J'ai pas bien compris, en fait. Il y a beaucoup de critiques, mais on attend toujours les fondements de cette critique. Genre, on attend que les gens expliquent le fond de la critique, tu vois. Et il lui faut combien d'argent pour faire tout ça?
En fait, à la base, il demandait 5000 € pour faire les 5 prochaines vidéos, mais sur un temps long, parce que ça lui permettait pas de vivre pendant un mois pour faire chaque vidéo. Et là, il essaye d'obtenir pour faire en fait, il fait une série de vidéos de 6 vidéos qui font 30 à 45 minutes, tu vois. Et chaque vidéo est montée, coupée, etc. Et il lui faut un mois pour travailler sur chacune des vidéos. Mais s'il travaille sur ces vidéos, il pourra faire moins de streams. Il pourra faire moins de vidéos. Et du coup, il touchera pas son revenu qu'il a d'habitude. Et du coup, c'est pour ça qu'il demande pour les 5 prochains mois. Là, il essaie d'obtenir 8000 € pour les 5 prochains mois. Donc tu peux faire le calcul de combien ça va lui permettre de vivre, quoi. Ça va quand même être ça va pas être il passe pas dans une autre tranche, si tu veux, qu'on parlait de tranche. Oui. Ah non, mais moi je crois que c'était pour son mois, je crois que c'était pour son petit mois là, jusqu'à la fin du mois. Ah non, ça ce serait cool, ça. Ouais. Et aussi l'argent qu'on a collecté pour l'instant, et encore une fois merci à toutes les personnes qui donnent et tout, vous êtes incroyables, hein. L'argent qu'on a fait, ça fait 28 jours où je stream tous les jours depuis 28 jours. 4, 5, 6 heures, 7 heures par jour pour ça. Et je fais de la communication, je poste des vidéos. Tu vois, je sais pas, genre, il a juste demandé, il a eu 7000 € en 3 jours. Tu vois, c'est pas. Ouais, ça fait 26 jours. Après, il y a 8% qui vont à Ulule. Il y a 23% qui vont, 22, quelque chose % qui vont en cotisation. Parce que c'est auto-entrepreneur, tu dois payer des cotisations. Il se fait pas 7000 balles tous les mois, quoi. Pas encore, on n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Ouais, non. Bientôt. J'espère un moment, hein, mais bon. On pourra faire des projets. Après, tu vois, lui s'il se faisait 7000 balles, lui, il l'utiliserait pour embaucher des gens qui éditeraient son contenu pour level up, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, je réinvestirais dans la production. Ton petit livre, tu l'as vendu à combien d'exemplaires? Quel livre? Quoi, le petit livre? Le petit livre à 5 € là, numérique. Ah ouais, c'est pas un livre numérique. En fait, je crée un jeu qui s'appelle Fallacy Quiz. C'est un jeu vidéo. Bah, je vais l'acheter, le petit livre là. Ah bah vas-y, let's go. Trop bien. Il va sortir. Alors tu peux soit le prendre en early access, c'est-à-dire que il y a des mises à jour qui vont arriver encore. Soit le wishlist sur Steam, l'ajouter à ta liste de souhaits sur Steam. Et ouais, je suis en train de travailler dessus là. Et en fait, c'est un jeu qui a pour but d'apprendre aux gens en fait, tu vas jouer à un quiz, tu vois. Et pendant le quiz, tu vas essayer de savoir est-ce que les phrases qu'on te présente, est-ce qu'elles sont fallacieuses ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont trompeuses ou est-ce qu'elles sont logiques, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis un petit bouquin virtuel dedans. C'est pour présenter de manière un peu ludique les définitions de tous les procédés fallacieux qui existent dans le jeu. Ouais, parce que tu sais, t'as pas envie que dans le jeu, ça fasse juste des pages et des pages de texte sans rien, quoi. C'est pas très marrant. Moi, j'aimerais bien un jeu vidéo sur la politique française, ce serait rigolo, ça. J'ai mis le mauvais lien. Les gens, cliquez pas sur ce lien. T'as mis quoi? Un jeu vidéo sur la politique française, tu vois. Bah franchement, ça pourrait être un prochain jeu. Hein. Ouais, franchement, ça pourrait être un petit projet. Avec Zemmour qui dit bah voyons, encore du travail, encore du boulot. Bah voyons. Ben voyons. C'est vrai. Ouais. Non mais après, du coup, si tu perds, il y a Zemmour qui déporte 2 millions de personnes de la France. Non, je veux pas faire un jeu où il déporte des gens. Non. Bah c'est la défaite, tu vois, faudra montrer la défaite aussi quand tu. C'est l'échec. Dommage, pas assez de gens sont allés voter, Zemmour passe au 2e tour. Ouais, c'est ça, tu mets le petit. Juste, il y a une précision parce que quelqu'un a envoyé dans les infos sur le truc de Macron. Tu disais, il a mis un truc où quand tu démissionnes, tu peux toucher le chômage. Donc, il y a pas mal de conditions. Pour que ça marche, donc il faut avoir été en CDI. En plus, d'accord. Ouais, il faut avoir été en CDI. Donc c'est que pour les CDI. Il faut avoir travaillé pendant 5 ans en continu avant la démission dans l'entreprise. Ouais. Il faut avoir été accompagné en amont. Attends, parce que là vous rigolez, mais c'est pas fini. Il faut avoir été accompagné en amont de la démission dans le cadre du dispositif Conseil en évolution professionnelle CEP réalisé par un organisme agréé.
Et il faut avoir un projet réel et sérieux, reconversion ou création ou reprise d'entreprise, validé par une commission paritaire transition pro. Ah, il est sympa, Macron. Il Et est sympa, Macron. attends, parce que il a fait des bonnes réformes aussi, Macron. Oui, il a fait des bonnes réformes. Hein. Attends, parce que vous n'êtes pas prêts, parce que l'article c'est de 2021 et ça c'était mis en place en 2019, donc ça faisait déjà 2 ans, d'accord? Ok, en 2 ans, il y a eu combien de demandes? L'UNEDIC avait créé un appel d'air avec cette possibilité sans précédent, 30 000 démissions indemnisées par an, etc. Force est de constater, les premiers chiffres sont bien en dessous des craintes. Seulement 6 300 ouvertures de droits ont été réalisées et aucune accélération. Attends. Et 19 cas de démission légitime. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est en plus parce que tu peux aussi faire des démissions légitimes qui permettent aussi de toucher. Ah, ça, c'est sans toutes les conditions dont tu as parlé juste avant, c'est ça? Bah attends, je suis pas sûr parce que... Et là, il n'y en a eu que 19 dans toute la France en 2 ans. Rappelons qu'enfin, qu'une démission légitime peut également permettre de toucher le chômage. 19 cas sont listés. Ouais, apparemment, c'est ça, ouais. Donc 19 cas. Donc bref, c'est une immense blague. Globalement, c'est une immense blague. Ouais. Mais tu vas entendre dans tous les médias mainstream, les macronistes, sans doute, ils s'en sont servis ces derniers mois et tout. Ouais, ils vont dire non, mais on a fait plein de bonnes réformes. Par exemple, quoi, mais maintenant, quand vous démissionnez, vous pouvez toucher le chômage. Bah oui, mais attends, mais ils parlent jamais des 400 millions de conditions et du fait que c'est en fait une grosse arnaque, personne du tout a touché au final. Tout à l'heure, vous avez marqué Marlène Schiappa, mais en fait, Marlène Schiappa, elle a rien à foutre chez Macron. Hein, c'est une meuf de gauche. Bah pourquoi elle est chez Macron? J'ai pas compris. Bah, Marlène Schiappa, elle a été chez Macron pendant des années dans ses ministères, mais je pense que c'est une meuf qui est au minima SOSDEM et qui pourrait même être chez Génération S ou des trucs comme ça. Elle a rien à foutre à droite, cette nana-là. Elle est pas de droite. Hein. À la base, elle est avec Stéphane Le Foll à Le Mans. Elle était conseillère municipale et adjointe au maire, au PS. Mais en fait, elle a été secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et de la vie associative. Et en fonction, quand tu as ces rôles-là, tu as des vrais pouvoirs. Ouais. Donc normalement, si tu avais une certaine... si tu étais en fait vraiment de gauche, en fait, c'est quand tu as le pouvoir qu'il faut le montrer, tu vois, que tu es de gauche. C'est pas quand tu pas le pouvoir. Ouais, mais elle s'est fait tirer les oreilles plusieurs fois et ils l'ont dégagée au bout d'un moment. Bah, il a fallu longtemps avant de les dégager quand même. Hein. Parce qu'elle était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes depuis le 17 mai 2017. Elle a gardé un rôle dans des ministères en tant que secrétaire d'État jusqu'en 2023. Ouais. Elle est restée 6 ans quand même. Hein. Et pendant ces 6 ans, elle a eu des rôles où elle pouvait faire des trucs en fait. Tu verras, quand la gauche sera au pouvoir, elle sera à la gauche, tu verras. Ah bah voilà, quand la gauche sera au pouvoir. Donc c'est possible, on va le faire. On va le faire. Ok, je prends le pari. Quand la gauche sera au pouvoir, vas-y. Moi, je la vois très bien chez les Verts ou chez le Parti Socialiste ou alors même Mélenchon. C'est la bonne petite mère de famille, bien. Tu sais quoi? Je prends le pari. On met pour checker si notre pari, pour checker qui avait raison, il faut qu'on mette la gauche au pouvoir. Ouais, bah ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile, mais pas impossible, parce que regarde, en 2022, il manquait 4. Il faut un seul candidat, voire 2, et pas plus. Bah, pas forcément, en fait. Pas forcément, en fait, parce que regarde, en 2022, il manquait 1 personne sur 8 dans les gens qui sont allés voter pour les petits candidats de gauche. Il en manquait que 1 sur 8. Et si 1 personne sur 8 là-dedans avait voté plutôt pour le candidat le mieux placé, le mec passait au second tour. Et dans les abstentionnistes, attention, t'es pas prêt. Dans les gens qui sont pas allés voter, il fallait 1 personne sur 30. Seulement 1 personne sur 30 à convaincre dans les abstentionnistes. En fait, c'est rien du tout. Hein. Ouais. T'imagines une salle de 30 personnes, si t'en convaincs 1, c'est facile quand même. Les avantages de voter à gauche, et les inconvénients de voter à gauche, ils sont beaucoup moins contraignants pour des personnes comme toi et moi que si tu votes à droite ou que tu votes même Marine Le Pen. Parce que c'est quelqu'un qui habite à la ville comme moi, qui se fait insulter une fois de temps en temps par un petit délinquant,
bon, ça va être un petit peu laxiste si c'est Mélenchon, mais au moins, lui il sera pas stigmatisé, lui il sera pas stigmatisé, et toi, tu auras un minimum de sécurité, peut-être pas total, contrairement à Marine Le Pen, mais au moins, tu auras moins de sécurité sous Marine Le Pen. Peut-être pas, parce qu'elle va mettre tout le monde en prison, mais... Non, elle va pas mettre tout le monde en prison. En fait, faut faire attention, parce que dans quel cas il y aura le plus d'insécurité? Dans le cas où tu vas essayer d'interdire de porter des signes religieux en public, dans le cas où tu vas armer la police, est-ce que c'est là où il y aura moins d'insécurité? Parce que là, actuellement, qu'est-ce qui fait que les gens sont en insécurité? C'est le fait que... Parce qu'il y a aussi le fait que les gens sont dans la rue en train de se plaindre de leurs conditions de vie, etc. Et ça aussi, c'est une source d'insécurité, parce que derrière, c'est des gens qui se retrouvent avec des yeux arrachés, des mains arrachées par les forces de l'ordre, en fait. Alors que, fais attention, le petit détail, il y a un petit détail. Dans l'histoire que tu as dit, tu dis oui, je vais me faire insulter, ce sera plus laxiste sous Mélenchon, mais pas du tout. En fait, sous Mélenchon n'est pas pour une réduction des effectifs, il est pour augmenter les effectifs de proximité et réduire le niveau d'armement dans le cadre des manifestations, ce qui veut dire que supprimer la BAC. On va avoir une diminution du nombre de personnes qui se font toucher, où il y a une escalade de la violence. Parce que là, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers en difficulté, etc. Il se passe qu'il y a un abandon de ces quartiers, etc. Et que la proposition qui est faite, c'est d'armer les gens et tout. Alors que la proposition qui est faite en face par l'avenir en commun, etc., les propositions de gauche, c'est d'embaucher des gens pour être au plus près du terrain, mais pas avec des gens armés, avec juste des gens en chemise pour essayer de voir ce qui se passe, pour essayer de régler les problèmes avant qu'ils débordent, quoi. Parce que comment tu réagis quand il y a déjà des armes qui sont sorties et tout? Comment tu réagis? Tu réagis en envoyant une troupe et en lançant une attaque, quoi. La haine appelle la haine. Et quand bien même ce serait vrai ce que j'avais dit au départ, je préfère prendre une patate dans ma vie plutôt que de pas pouvoir me soigner, d'avoir un cancer et de crever et de plus avoir aucune sécurité sociale, de plus avoir rien du tout. Je préfère avoir 2-3 insultes et ma copine qui se fait prendre une baffe, même si je suis contre les violences aux femmes, évidemment, mais je préfère me faire agresser avec ma copine plutôt que de... si ça arrive une fois dans ma vie, je préfère que ça soit ça, plutôt que d'avoir zéro social, de me retrouver dehors, à dormir dehors, de plus avoir... Je comprends ce que tu essaies de dire, c'est juste que tu es tombé dans un piège qui est de croire que la gauche va augmenter les violences dans la rue, alors qu'il n'y a aucune explication de ça. En fait, les politiques qui sont proposées par la droite, matériellement, ne diminuent pas le risque de violence dans la rue. Ce qui diminue efficacement le risque de violence dans la rue, c'est la diminution de la précarité. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les gens ne sont plus des sauvages? C'est qu'ils ont de quoi se nourrir et donc ils n'ont plus à voler, c'est qu'ils ont de quoi où se loger, donc ils ont plus... L'éducation, il faut mettre de l'éducation, de la prévention. Il y a aussi l'éducation, bien sûr, mais quand tu regardes matériellement, les gens, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation, l'augmentation du niveau de vie va de pair avec une diminution actuellement des risques de crimes. Ce qu'elle propose, Marine Le Pen, c'est exactement ce qu'on voit en Israël, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui te fait chier, eh ben tu vas le taper, et tout lui détruire, le foutre à poil dans la rue, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il va se venger, il va se radicaliser. Et après, il va faire appeler ses copains. Et puis, il va... En fait, ça a pas l'air sur le long... En fait, ça a l'air d'être des solutions où ils n'ont pas réfléchi à l'étape 2, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'elle fait, Marine Le Pen, ça va ne faire que radicaliser les gens. J'ai plus l'impression qu'elle promet elle promet des choses aux gens juste pour leur faire plaisir. Tu sais, genre, ah oui, non, on va leur faire du mal. Tu sais, c'est Sarkozy qui avait dit on va tout passer au Karcher. Tu te rappelles de cette phrase? Ouais. Et puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a vachement marché, ça. Ouais. Bon, écoute. Faut jamais parler à un dealer en lui disant, en le tapant dessus. Moi, quand je parle à des gens des quartiers, je leur parle pas comme ferme ta gueule, je vais te taper. Je leur dis pas, je leur parle pas comme un flic, parce que c'est la mauvaise.
il faut les amadouer. Il faut leur parler doucement parce que la violence avec eux, ça marche pas. Après, ils vont rappeler. Juste un dernier point là-dessus. Si tu relances l'économie avec toutes les lois dont on vient de parler, c'est-à-dire que la retraite, tu la remets à 60 ans, le chômage, tu le règles, l'emploi, la médecine, tu vois, tu remets tout ce qu'on a perdu, etc. Ce que tu fais, c'est que tu baisses le niveau de chômage. Et en fait, juste les gens, au lieu d'être dans la rue en train de galérer, en train d'essayer de dealer parce qu'ils peuvent pas faire autrement, en fait, tu réduis violemment ce nombre parce qu'en fait, les gens ont accès à des jobs maintenant. Ouais. Et maintenant qu'ils ont accès à des jobs, ils ont plus besoin. En fait, ils sont pas contents d'être dans l'illégalité, la plupart des gens qui font ce genre de trucs. Hein. Et ils aimeraient bien pouvoir être casés, tranquilles, pouvoir avoir une copine, pouvoir dire à leur copine, ouais, j'ai un job et tout, et pas devoir cacher des choses à leur famille et tout. En fait, c'est une vie de merde hein, d'être dans l'illégalité. Et souvent, qui profite de l'illégalité, c'est pas chaque petit dealer, c'est juste qu'en haut, il y a un grand ponte à chaque fois, et c'est lui qui se fait tout le fric, tu vois. Il profite de la précarité qu'il y a, etc. Et en fait, t'enlèves cette précarité. Et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des gens qui peuvent enfin, des fois, avoir un job et qui sait, continuer leurs études qu'ils avaient été obligés d'arrêter parce qu'ils devaient aider leurs parents et tout. Les situations, en général, quand tu... Mais un jour, on pourra parler aussi des étudiants. On pourra en parler si tu veux, mais quand tu creuses un peu ces situations-là, c'est beaucoup plus compliqué et nuancé que ce qu'on nous présente à la télé en nous faisant peur. Parce que rappelle-toi de ce que je te disais tout à l'heure avec les gens qui contrôlent les médias et qui derrière vont essayer de te mettre la lumière sur des gens. Regardez, eux ils touchent plus que vous. Regardez, eux c'est des assistés. Regardez, eux c'est des étrangers. C'est eux les méchants, ceux qui veulent de votre argent. Il n'y a pas de nuance. Ils coûtent combien au final les étrangers? Toutes les études portent à croire que c'est un bilan positif au niveau de l'économie. Mais le discours à la Zemmour, il est beaucoup plus simple à comprendre que le discours sensé d'une discussion élaborée sur un forum de gauche. Donc les gens, ils vont à la facilité quoi. Ils veulent pas se prendre la tête dans une conférence de Mélenchon à expliquer pourquoi Voilà, le discours d'extrême droite, il est très simple à comprendre. C'est vous foutez la merde, on vous tape dessus, vous dégagez. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors que l'autre discours, il y a besoin de 3-4 phrases quoi pour placer l'explication. Voilà. Alors qu'à gauche, ça demande un exposé de 20 minutes, 1 heure pour réfléchir. Mais par contre, ça marche. Ça veut dire mais par contre, ça marche parce que historiquement, quand on a voulu régler ce genre de problème, on a appliqué les solutions qui sont proposées par la gauche. On a logé les gens, on leur a donné une habitation. Qu'est-ce que ça a été les HLM? On a donné la possibilité de se loger. Parce qu'avant, c'était des bidonvilles. Les gens, ils se plaignent des HLM, des quartiers et tout. Mais avant, les gens étaient dans des bidonvilles. C'était ça existe encore les bidonvilles, mais avant, c'était normal. Donc on a dit non, on va mettre les gens dans les HLM. Ensuite, dans les HLM, on a, toujours sous Mitterrand, hein, ça c'était un truc sous Mitterrand, on a donné des titres, on a régularisé les gens qui travaillaient sans papier, ce qui leur a permis du coup d'arrêter de se faire arnaquer par leur patron qui leur faisait du chantage en disant je vais dire que t'es un sans-papier si jamais tu travailles pas pour tel prix, tu vois. Et ça, ils ont pu s'insérer dans la société en fait, avoir des vrais jobs, pouvoir donner de l'argent à leur famille et derrière payer des impôts et financer nos retraites. Hein. Je rappelle un peu le fonctionnement de nos régimes sociaux quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, ça marche, quoi. Et puis moi, ce que j'appelle la méritocratie, c'est pas le mérite pour le plus fort, c'est le mérite également pour celui qui n'a pas réussi. Et celui qui n'a pas réussi, il a le droit aussi d'avoir de l'aide. Il a quand même travaillé, quoi. Voilà. Il a quand même travaillé, c'est normal que les efforts soient récompensés. La droite a détourné le mérite en ne parlant que des winners. Mais non, le mérite, c'est pas que les winners. C'est aussi ceux qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, mais qui se sont défoncés pour avoir un petit 12 de moyenne. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ok, juste, tu remarqueras qu'il y a une stratégie assez intéressante d'appeler mérite, d'essayer de faire correspondre le mérite au salaire des gens. T'as remarqué cette... Alors que comme je t'ai dit tout à l'heure, énormément d'argent vient juste de la possession de titres d'actions en dividendes. Est-ce que c'est du mérite juste de posséder un bout de papier sur lequel il y a marqué vous possédez 0,1% de la société Apple? Est-ce que ça c'est du mérite? Le fait de posséder ce papier? Non, c'est une arnaque.
C'est de l'accumulation de pouvoir. Et non, parce que tu peux l'hériter de tes parents. Voilà, il est où le mérite, tu vois? Bah, les rentiers, quand t'es rentier, t'as Bah de la oui. chance, hein, parce que t'as rien à faire, là. Bah, c'est ça. Et c'est sur le dos des gens qui travaillent, c'est sur le dos des locataires, c'est sur le dos, sur le dos des gens qui méritent vraiment. Qui font des crowdfunding, qui font des streams de 7 heures. C'est sur le dos des streamers qui font des crowdfunding. Ah, j'ai investi dans 3. Je connais un mec, là, je dirais pas son nom, mais il dit tout le temps, ah, moi, j'ai investi dans 4 appartements dans les Alpes, nanana. Je fais, mais ouais, mais toi, tu fais quelque chose pour avoir l'argent que tu reçois? Ah, bah ouais, je les loue. Bah ouais, tu vis au crochet, c'est les autres. Ça, c'est Moi, j'aime assisté pas pour le coup. Même c'est exploitant à ce stade. Mais je suis désolé, on va devoir passer à la suite du stream parce que on parlera plus. C'était hyper intéressant, on s'est laissé emporter, c'était hyper intéressant. Merci d'être passé, j'espère que t'es un peu moins doomer qu'à ton arrivée sur le vocal. Je vais vraiment... Plus ça va, plus je vais me gauchiser parce que ouais, ça met du temps. Hein. Ouais, nous gauche-droite, c'est pas hyper important. L'important, c'est les intérêts du peuple, le fait de pas se faire avoir. En fait, c'est plus ne pas se faire avoir par la droite que être de gauche, tu vois. Ouais, c'est clair. Au final, quand on regarde bien. Moi, j'essaye d'être de gauche. Des fois, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye d'être de gauche. Quoi. Ouais, on essaye tous un peu. Ouais, moi, j'arrive pas, je suis pas de gauche, mais c'est pas grave. Toi, t'es d'extrême gauche. Mul, je sais pas de gauche, il est neutre. Ni de gauche, ni de droite, moi. Et on parlera du centre un jour, et puis... Oula, je suis surtout pas du centre. On parlera de l'extrême centre. Moi, je suis neutre et apolitique, c'est tout. Voilà. À plus en tout cas. À plus. Salut. Ciao, bonne soirée, merci. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Pas de soucis, c'était sympa. De rien.